Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de 100% Éco, votre magazine de débat sur l'économie d'ici et d'ailleurs sur Canal 2 International. En fin d'année 2023, tout le monde, tous les analystes faisaient des prévisions sur les économies de la zone CEMAC. Tout le monde disait 3,6% de croissance. Alors, malheureusement, 6 mois plus tard, il faut dire que de profondes lésions ont fissuré cet édifice optimiste, avec notamment une détérioration des réserves de change qui sont passées complètement de 4,6%, c'est-à-dire un peu au-dessus du seuil communautaire, à 1,2 mois. Donc, les 4 mois que le seuil communautaire avait prévu ont été largement dépassés. Donc, nous sommes dans la réserve de change au niveau de 1,2 mois, ce qui met beaucoup de pays de notre zone en porte-à-faux avec, dans le cadre de la cessation de paiement. Sont-ils en faillite? Aujourd'hui, nous avons pensé sur Canal 2 International qu'il fallait revenir sur les situations économiques de la zone CEMAC, questionner les réformes qui ont été faites et voir comment faire pour créer de la richesse, comment faire pour gagner de l'argent et permettre à nos économies de repartir. Nous avons trié sur le volet des invités dont l'expérience, dont le pedigree peut nous permettre de comprendre un peu la situation. Nous allons vous les présenter juste après cette transition. Je vous le disais tantôt, pour cette émission de 100% Éco sur Canal 2 International, pour ce grand débat sur l'économie, nous revenons sur la situation des pays de la zone CEMAC, ces pays qui sont dans le collimateur économique. Nous vivons des moments très très difficiles. Alors, pour parler de cette situation, pour questionner les réformes, essayer de comprendre la situation, nous sommes allés, je vous parlais de nos invités, dont le pedigree assez insuffisance, sur la capacité à nous permettre de comprendre. À ma droite, le docteur Dalvaris Ngoudjou, il est économiste, géostratège, il est le président du cabinet Objectiva Group. Bonjour et bienvenue sur ce plateau, Dalvaris. Bonjour Henri, bonjour aux millions de téléspectateurs de 100% Éco sur Canal 2 International. Bonjour à mon compagnoniste que vous allez présenter et merci pour l'invitation. À ma gauche, c'est un invité qui connaît les meubles. Il est déjà passé ici à plusieurs reprises. C'est un bonheur pour moi de le présenter à nouveau, même comme il se prénomme Bonheur. Son excellence Bonheur Riol, il est diplomate, expert financier, PDG du cabinet Ratio International. Bonjour et bienvenue à nouveau sur ce plateau de 100% Éco. Merci, bonjour. Vous êtes en présentiel, en multiplex. Nous aurons Valentin Tchakounté, il est enseignant, universitaire, manager, PDG de Nambi Capital. Voilà, en fait, le trio qui va conduire cette thématique ce soir. Mais avant que de commencer le débat, Hendrik Ndé dans sa chronique, va nous préciser, en fait, l'état de lieu de la CEMAC. Détérioration du stock des réserves de change, poussée inflationniste, rupture des engagements régaliens, endettement chronique, chômage massif, tous les indicateurs sont au rouge en zone CEMAC, où beaucoup de pays sont proches du dépôt de bilan. Un vrai paradoxe pour une zone CEMAC qui est un énorme gisement géologique et minier. Que faire pour créer la richesse, gagner des devises et être maître de son destin? C'est le défi majeur de la zone CEMAC qui doit impérativement se réformer ou mourir. De ce plateau de 100% Éco sur Canal 2 International. Docteur Dalvaris Ngoudjou, quand on voit la situation économique de la zone CEMAC, on ne présente plus les faits. Tout le monde les connaît. Les poussins, la tentation inflationniste, la détérioration des réserves de change, la tendance à la cessation de paiement. On n'en parle pas encore, mais on n'est pas très loin de la cessation de paiement dans certains États qui n'arrivent plus à assumer un certain nombre de charges régaliennes. Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il faut questionner les réformes qui ont été faites? Parce que on se souvient qu'en 2016, le chef de l'État camerounais Paul Biya avait convoqué une session extraordinaire de ses pairs à Yaoundé pour discuter sur les problèmes économiques de la CEMAC. Et on se souvient que Madame la directrice générale du FMI, du Fonds monétaire international, Madame Lagarde,
et le ministre ancien des Finances, Sapin, étaient sur le plateau. Ils étaient sur le plateau de discussion. Dites-nous, fondamentalement, est-ce que quelque chose a changé entre 2016 et 2024? Les faits démontrent clairement, comme vous le savez, Henri Diabaté, je vous connais, fin connaisseur de la cuisine, c'est que si vous utilisez les mêmes ingrédients pour faire un repas à plusieurs reprises, c'est très difficile d'avoir le résultat différent. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on peut affirmer sans risque de nous tromper que entre 2016 et 2024, la manière de fonctionner de nos États, la manière de diriger nos économies a fondamentalement changé? Nous disons non. Pratiquement, dans le fond d'abord, rien qu'au niveau de la politique monétaire, nous n'avons pratiquement pas une politique monétaire, étant donné que le franc CFA, c'est pas une monnaie que nous contrôlons. Les politiques sont toujours diligentées de très loin, notamment du Trésor français. Mais en dehors de cela, la plupart des caractéristiques de l'économie de la zone CEMAC aujourd'hui ne sont pas très différentes des caractéristiques en 2016. Surtout que, dans le fond, on a comme impression que on est venu se monter un peu les beaux costumes, mais surtout, différemment de 2016, on a une pression extrêmement intense du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, dont la préoccupation principale, c'est le remboursement de la dette, c'est le service de la dette. Parce que c'est bien vrai, vous avez bien vu à Yaoundé, on a tourné, on a saupoudré, on a fait beaucoup de choses, même au niveau de la loi de finances du Cameroun, le projet de loi de finances, mais en finalité, c'est que nous devons rembourser la dette. Et comment pouvons-nous rembourser la dette? Surtout que le FMI et la Banque mondiale et d'autres bailleurs de fonds ne prennent que les devises, d'où la crise des devises. Puisqu'on parle des devises, on parle des importations, mais dans les faits, c'est que les bailleurs de fonds ont besoin d'être remboursés. Comment on va faire pour les rembourser? Vous avez pu remarquer au niveau du communiqué final qu'il y a un certain nombre d'aspects qui ont été soulevés, mais ce sont les aspects qui ont déjà été abordés en 2016 et même avant, mais toujours est-il quelles sont les dispositions qui avaient été prises pour pouvoir implémenter cela. Je prends des éléments très simples. Si nous rentrons en 2016, vous savez, nous sommes de ceux qui avons toujours prêché que c'était une erreur monumentale pour nous d'aller signer les accords de partenariat économique dans le contexte actuel. Une petite région, alors des petites nations, puisque dans le cas d'espèce, c'était le Cameroun. Premièrement, le chef de l'État, et même dans le communiqué, on parlait de concertation. N'oublions pas que le Cameroun s'était concerté avec les 5 autres États de la sous-région CEMAC pour signer les accords de partenariat économique, juste que le Cameroun a joué le rôle de traite, excusez l'expression, entre guillemets, et aller signer ces accords sans tenir compte de ce qu'il avait discuté avec les autres nations. Donc, quand on parle de concertation, c'est comme si on prêchait les paroles, mais dans les faits, dans les actes, c'est extrêmement différent. Et maintenant, un autre aspect, si on parle de 2016 à aujourd'hui, c'est la diversification de l'économie. Depuis des années, nous parlons de la diversification de l'économie. Pour pouvoir diversifier notre tissu économique, c'est important que nous participons à soutenir ce tissu économique. Mais quand on observe entre 2016 et aujourd'hui, même avant à peu près, il y a une taux de négociation, toujours au niveau des APE. Si vous allez signer des accords de partenariat économique, vous laissez les produits européens, l'Union européenne qui est déjà un mastodonte sur le plan économique, sur le plan géostratégique, vous laissez leurs produits rentrer au Cameroun dans la sous-région sans payer les droits, ou du moins en petite partie, alors que le Cameroun, en fait, n'oublions pas que l'essentiel des fonctionnaires camerounais sont payés par les recettes douanières. Ça veut dire que quand vous dites à votre un de vos grands partenaires commerciaux, notamment l'Union européenne, de ne pas payer graduellement les droits de douane, ça veut dire qu'il faut trouver les recettes pour remplacer ce que vous avez payé les fonctionnaires avec. Mais puisque vous n'avez pas, vous êtes contraint, ce qu'on observe aujourd'hui, vous êtes contraint de créer les droits de douane tout le temps pour asphyxier les petites entreprises qui ont besoin d'importer les machines, qui de l'Inde, qui de Chine, etc. ne peut plus l'importer parce qu'en fait, vous cherchez d'autres recettes douanières pour remplacer ce que vous avez volontairement perdu en signant avec les Européens. Maintenant, pour sortir le dernier aspect, c'est que vous ne pouvez pas laisser des produits européens qui rentrent dans votre pays alors que ce sont des produits qui sont extrêmement subventionnés, alors que votre tissu économique est extrêmement moribond et encore embryonnaire. Quand vous laissez des petites entreprises sur le plan national compétir avec les grandes entreprises européennes et que 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard, vous espérez avoir un résultat différent, je vais dire c'est une manière de se tromper. Son Excellence,
Bonheur Hiol, dites-moi, le docteur Dalvarez Goudjou, lui, il s'appesantit sur les problèmes sur la création de la richesse, c'est-à-dire qui est obstrué par un certain nombre d'accords, de partenariats avec l'étranger, qui ne nous empêchent pas de faire redécoller nos économies. Mais dites-nous, il y a quand même eu un calendrier de réformes qui ont été faites en zone CEMAC. Qu'en est-il de ces réformes entre 2016 et 2024? Bon, déjà, je crois que si on s'en tient à 2016 comme point de départ, on doit chercher à comprendre qu'est-ce qui a amené d'abord la situation de 2016. Voilà. Parce que on est en train de votre question fait référence aux réformes depuis pratiquement 2011. 2011 est la partie un peu charnière en matière de réforme des finances publiques, puisque c'est l'année de sortie du cadre harmonisé des directives sur les finances publiques en zone CEMAC. Donc, à partir de ce moment-là, tous les États de la CEMAC sont à l'école, si je peux m'exprimer ainsi, oui, à l'école des normes, des standards, des bonnes pratiques pour mieux gérer leurs finances publiques. Je résume comme ça. Et on se rend compte que de 2011 à 2016, rien n'est fait. Bon, rien n'est fait et la conjoncture aussi macroéconomique accentue seulement le contexte interne qui va amener les partenaires avec lesquels nous traitons, nos économies sont en relation, à intervenir par rapport aux engagements que nous-mêmes on a pris. Parce qu'il faut bien remettre les choses dans le contexte. Il n'y a pas des gens qui veulent détruire les économies des autres. Non. Nous prenons des engagements d'accord parti. Maintenant, en chemin, chaque parti est censé honorer ses engagements. Quand on parle des directives CEMAC, tout le monde les adopte. Si vous ne voulez pas les adopter, vous dites que non, je ne peux pas adopter ces directives parce que je n'ai pas, par exemple, la capacité à absorber ou à internaliser toutes ces normes. Et vous justifiez. Ou bien, j'adopte ces directives, mais j'émets les réserves suivantes. Là, le moment venu, vous aurez de la matière à faire valoir. Mais quand vous levez la main, vous dites non, il n'y a pas de problème. Au plus tard, en 2016, voire même en 2015, parce que quand les directives sont sorties, il y avait un délai pour les internaliser qui n'a pas été respecté. Et on se rend compte que pour le cas du Cameroun, c'est en 2018 que la loi organique portant loi de finances, plutôt les lois de finances va sortir. Bon, depuis le régime financier de 2007 jusqu'en 2018, qu'est-ce qu'on était en train de faire? Bon, laissons cet aspect. Revenons même en économie. Entre-temps, je pense que les DSCE et tout autre outil de stratégie ont été mis en place. Il y a eu des essais d'implémentation, mais ça a eu quel résultat? Nous-mêmes, la capacité à nous restructurer, elle est jusqu'à quel point on a pu la mobiliser? Parce que nous avons travaillé, moi j'ai particulièrement travaillé sur le climat des affaires avec la Banque mondiale, la SFI, et on se rend compte que même quand on vient dans l'autre sens, c'est-à-dire au niveau des finances publiques, on a fait des travaux avec le ministère des Finances et le contrôle supérieur de l'État, on se rend toujours compte que c'est les mêmes problématiques sur les deux champs. Et chaque champ nourrit même l'autre. Bon, à la fin, quand on parle de comptabilité publique, quand on parle des comptes publics, quand on parle de produire les états financiers de l'État du Cameroun, le compte général de l'État, on voit que ça traîne on traîne des quatre fers. Et ça dit, c'est tellement lent, c'est lourd, ça prend tellement de temps que à la fin, les outils qui pouvaient même vous servir pour mieux gérer votre dette, pour mieux faire face même à ces chocs exogènes. Parce que quand vous avez vos tableaux de bord, quand vous avez vos tableaux de bord, quand vous avez vos états financiers, vous avez votre comptabilité, vous avez fait votre inventaire, vous êtes mieux à même
que de traiter avec tous ces bailleurs de fonds, tous ces partenaires pour faire face aux questions qu'on peut vous poser, aux engagements que vous avez pris. Donc, moi, le fond du problème, c'est d'abord qu'est-ce que nous-mêmes en tant qu'État, quelles mesures nous avons prises? Est-ce que nous avons pris le taureau par les cornes pour que cela ne se reproduise pas? Donc, c'est ça qui peut signifier la faillite du CRENF en zone CEMAC. Yeah. Chacun des États s'est désolidarisé du texte fondateur qui a uni tout le monde autour de la table en disant, bon, nous, on ne peut pas appliquer ça et chacun est resté dans son cadre. Mais Monsieur Diabaté, nous sommes dans la quadrature du cercle de la souveraineté. Si nous sommes assis sur cette table et chacun de nous dit oui, je vais donner un, l'autre ainsi de suite, chacun dit je vais donner un. Quand vous donnez un et moi je ne fais rien, nous sommes tous souverains. Vous n'avez pas aucun moyen de me contraindre de donner le un que j'ai promis. Bon, à la fin, qu'est-ce que ça donne? On n'arrive même pas, parce que j'entends parler des critères de convergence macroéconomique. Mais je vais aller sur des choses. Moi, j'aime la simplicité, j'aime les choses vraiment terre à terre. Questionnons un peu les cotisations. Est-ce que les États même honorent les simples engagements communautaires en termes de cotisation? Est-ce qu'ils sont honorés avant d'arriver aux finances et autres? Donc, nous avons des problèmes structurels. Est-ce que les leaderships, est-ce que les pouvoirs publics sont structurés de telle sorte qu'ils peuvent embrasser, même adresser ces problèmes? C'est ça, c'est la question qu'on il faut questionner la parenthèse communautaire. Il faut déjà la question, la parentèle communautaire, et voir en quoi elle pourrait changer la donne chez nous. Je rappelle d'entrée que Valentin Tchakounte lui va intervenir, l'enseignant universitaire et manager DG de Nambi Capital. Il va intervenir en multiplex tout à l'heure pour nous expliquer en fait quel est son sentiment entre 2016 et 2024? Vous deux, vous avez sur ce plateau parlé de votre vécu, et lui, Valentin Tchakounte, il devra nous expliquer en fait comment lui, il a vu la mutation entre 2016 et 2024. Quel est le changement qui a été apporté? Sommes-nous restés les mêmes, dans la même situation? Parce que, en fait, les conséquences sont toujours les mêmes. On arrive pratiquement à la cessation de paiement. Le cri d'alarme a été donné. Le chef de l'État camerounais a sonné le tocsin de la révolte. Mais maintenant, cette révolte, quel apport, quel atout, quel contour cette révolte peut avoir? Merci, M. Diabaté, de votre question. Il faut déjà repartir aux sources même du problème que vous posez. Si il y a eu la réunion de 2016, c'est parce que nous étions à moins de 4 mois quasiment d'importation par rapport à notre stock de devises. Et vous savez que nous avons une garantie illimitée qui nous est offerte par la France, notamment par rapport aux accords, en ce qui concerne éventuellement les importations. Et la France ne peut pas tout le temps se permettre de se mettre à risque, parce que si nous ne pouvons plus avoir de devises, nous serons obligés de compter sur la France, et la France doit devoir puiser dans son trésor. Entre 2016 et 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Disons qu'il s'est passé que nous avons continué à importer. Nous sommes restés toujours une économie essentiellement importatrice. Et quand vous importez un bic ou un cure-dent de la Chine, vous ne pouvez pas payer avec les francs CFA. Vous devez payer avec des devises. Et donc, si nous n'arrivons pas à avoir une économie qui produit localement ce qu'elle consomme, nous allons continuer à importer et nous allons continuer. Il y aura toujours une forte pression sur la demande des devises, et donc nous aurons toujours à peu près les mêmes problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut, pour nos pays, commencer à produire ce que nous consommons. Il nous faut, pour nos pays, avoir une réglementation des champs qui soit vraiment respectée. Vous savez que, notamment pour ce qui est des devises, le secteur minier est un secteur qui nous pose encore quelques légers soucis avec la Banque centrale. Il y a encore des grosses discussions avec ce secteur-là. Or, c'est un très gros pourvoyeur de devises. Donc, je vais rester uniquement sur notre capacité
capacité à avoir un stock de devises qui nous permettent d'assurer nos importations et aussi, bien entendu, de payer nos dettes parce que les dettes que nous avons sont libellées en devises et nous devons pouvoir payer ces dettes. Donc ces deux points de vue, à chaque fois, vont provoquer, si nous ne nous regardons pas dans la glace et que nous mettons en œuvre des politiques de substitution des importations vis-à-vis vraiment sur du long terme, il va sans dire que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, on va encore provoquer une autre réunion du même type pour revenir regarder. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous évoquiez la possibilité de dévaluation, qui sait, peut-être qu'on y arrivera et qu'on sera obligé peut-être de dévaluer. Et on dévaluer veut dire un autre souci que vous avez évoqué, l'inflation, parce que nous avons importé à des coûts plus élevés et donc ça va créer encore de l'inflation avec bien sûr des remous sociaux potentiels qui peut y en avoir. Il est temps, Monsieur Diabaté, je suis tout à fait d'accord avec vous, il est temps de se mettre autour d'une table et de réfléchir très sérieusement sur les politiques structurelles endogènes qui peuvent nous permettre d'éviter d'avoir cette pression constante sur le stock de devises, notamment en termes d'importation. De retour sur ce plateau, je me tourne vers le docteur d'Alvarez Goudjou. Tout le monde, quand on regarde la position en zone CEMAC, on se dit toujours, ce qu'il nous faut, c'est l'argent. Le fond, ce qui nous manque le plus, c'est l'argent. Alors, comment faire pour ne pas être exposé à la volatilité des marchés? Bon, la première chose, vous avez pu remarquer que en ce qui concerne les produits extractifs, notamment les mines, essentiellement les marchés où les coûts, où les prix sont fixés ne se trouvent pas en Afrique. Il y en a un des rares, je crois, qui se trouve entre le Botswana ou la Namibie, où on fixe le prix du diamant. Ça fait à peine quelques années. Ils ont pu revendiquer cela, ils l'ont obtenu. Ce qui fait que généralement, les prix sont fixés par des gens qui font de la spéculation sur les produits qui ne leur appartiennent pas. En d'autres termes, nous, généralement, nous subissons seulement le prix. Mais maintenant, c'est important de se poser des questions, de savoir qu'est-ce que nous faisons exactement, même avec le peu que nous avons, puisque fondamentalement, on parle de la dette. Et justement, quand nous parlions en offre, on parlait d'un cas particulier, notamment la République du Congo, qui en principe, je crois, d'ici 2026 devrait rembourser 2314 milliards, c'est pas rien, mais qui envisage de procéder à un reprofilage de la dette. Or, en participant à un reprofilage de la dette, l'impact sous-régional peut être très énorme, d'autant plus que les nations de la CEMAC ont pris sur elles ces derniers temps d'emprunter ou de s'endetter sur le marché sous-régional. Et généralement, vous savez, les banques vous prêtent de l'argent qui généralement ne leur appartient pas, donc en principe sont censés rembourser avec des intérêts aux épargnants. Mais maintenant, en tant qu'État, quand vous prenez une si grande somme et que quand il faut rembourser, vous demandez un reprofilage, l'impact est négatif, peut être négatif, d'autant plus que l'État congolais envisage un reprofilage sur 10 ans. Or, généralement, au niveau de certains banquiers, ça constitue un manque de crédibilité parce que premièrement, vous demandez un rééchelonnement, oui, vous allez rembourser. Mais entre-temps, il faut bien que l'État fonctionne parce que dans le cas d'espèce, l'État ne parvient plus à payer les salaires. Maintenant, même si on vous accorde un reprofilage de votre dette, vous allez faire comment pour fonctionner? Ce serait encore, comme certains l'ont fait, il faudrait encore passer, rencontrer certains bailleurs de fonds ou emprunter de l'argent pour faire fonctionner l'État. Mais il faut bien savoir que quand vous procédez à un reprofilage de votre dette, il y a des chances que dans le cas, je crois, on a même dégradé le nôtre déjà. On a dégradé le nôtre là. Et le prochain bailleur de fonds va vous fixer des conditions qui vont être extrêmement difficiles. C'est-à-dire que si on vous a prêté à 5 ou à 10%, il y a des chances que celui qui veut même encore vous faire confiance, alors que vous ne méritez plus la confiance, vous dit, mais comme tu n'es pas crédit, je préfère te prêter à peut-être 15 ou même 17%. Et ça met l'État en difficulté. Pourquoi? Parce que cela ne nous permet pas de sortir l'auberge. Et pour cela, une illustration très simple. Ce que généralement, les endettements que nous faisons en zone CEMAC, peut-être sur le continent, mais surtout en zone CEMAC, ce que les gens s'endettent pour manger, les gens s'endettent pour fonctionner. Vous avez vu, par exemple, le projet de loi de finances du Cameroun, à plus de 7 000 milliards, sur les plus de 7 000 milliards, si je ne me trompe, autour de 5 000 milliards, sinon plus,
vont être consacrés au fonctionnement. C'est-à-dire que pour les investissements, ce n'est qu'autour de un peu plus de 1000, presque 2000 milliards. Si vous avez, et si il y a beaucoup de poches de budget qui sont financés par l'endettement, si vous endettez pour manger, vous allez faire comment pour rembourser? Parce que vous n'avez pas financé, vous n'avez pas participé dans les éléments productifs. Et dans le cas d'espèces, puisque vous faites allusion à l'industrie extractive, vous savez bien que la plupart des nations de la sous-région ont des mines, exploitent et exportent du pétrole. Mais un des éléments qui participe à nous appauvrir en devises, c'est qu'en réalité, nous exploitons le pétrole chez nous, mais nous ne le raffinons pas. Nous vendons ça de manière brute et les gens transforment cela et nous vendent à des coûts extrêmement élevés et nous sommes obligés de racheter chez eux Donc sur la chaîne des valeurs, on gagne pratiquement. Exactement. Oui, pas grand chose. Voilà. Mais maintenant, il faut bien comprendre que c'est un grand serpent de mer. C'est un grand serpent de mer pour dire qu'il y a une grande mafia, entre guillemets, autour de la chose. Et pour cela, nous avons vu le cas d'un voisin aussi puissant, soit c'est le Nigeria, avec l'homme d'affaires Dangote qui a voulu bien faire une entreprise de raffinerie dans son pays, mais qui a eu des difficultés et les premiers même parfois à être les obstacles pour le projet, c'était des Nigériens. Donc, ça a été tapis dans l'État pour pouvoir défendre les intérêts. Certains des fonctionnaires avaient financé, ont participé à financer des raffineries qui à Malte, qui dans d'autres pays, qui préféraient raffiner le pétrole nigérien à l'étranger et revendre cela à l'État nigérian à un coût extrêmement élevé. Et tout cela, ça participe à nous conduire à la situation où nous sommes aujourd'hui. Il y a une industrie extractive, mais tant que nous allons continuer à exporter la matière première sans transformation et même sans pré-transformation, je suis convaincu que même dans les 20 prochaines années, nous allons pas sortir de l'auberge. Son Excellence Bonheur Hiol, quand on regarde un peu le problème des industries extractives, tout le monde parle des fonds RES. Vous pouvez nous dire ce que c'est que les fonds RES et leur implication un peu pour les économies de la zone CEMAC? Les fonds restent, lorsque vous signez des contrats pétroliers ou des contrats d'extraction d'hydrocarbures, de gaz ou pétrole et autres, vous exploitez un gisement et il vous est le contrat dans vos obligations contractuelles, il est question de réserver une part des ressources pour reconstituer les gisements, donc tout le site où vous avez fait l'exploitation. Et cette quote-part-là, donc, est retenue par les compagnies pétrolières qui, d'après les obligations contractuelles, sont censées restituer ces fonds à la fin de l'exploitation. Il s'agit des gisements qui sont dont l'exploitation est terminée. Les provisions ont été passées et tout, donc l'argent est bien disponible. Maintenant, comme dans tout rapport, dans toute transaction économique, c'est une question de rapport de force. Celui qui a l'argent attend que vous veniez le demander. Si vous le demandez pas, bon, il ne va pas s'empresser non plus de le verser. Bon, lorsque les problématiques de 2016 se sont vraiment fait sentir de manière critique, le gouverneur Abbas Toli a pris sur lui, a lancé ce cheval de bataille. Et vraiment, il a pris le taureau par les cornes, il a sermonné les compagnies extractives, il a même fait preuve au départ même de diplomatie parce qu'il a été question de plusieurs réunions, plusieurs échanges dans lesquels il parlait même de mettre en place progressivement les mesures contraignantes pour que les compagnies aussi puissent se réajuster avant que la réglementation les concernant soit pleinement appliquée. Mais ça n'a pas abouti, ça n'a pas porté fruit. Et au fur et à mesure que lui, il insistait, la partie d'en face du succès. C'est pour ça qu'il a, sans embâche, attaqué de front la réclamation de la restitution. À l'époque, c'était 5 000 milliards. Aujourd'hui, on parle de 6 000, de tous ces fonds-là, donc de 6 000 milliards. Et ces fonds sont aux États-Unis. Ces fonds sont sous la réglementation américaine. Et ceux qui connaissent bien la réglementation américaine, la juridiction américaine savent que vous êtes plus, on se dirige plus vers une bataille que vers un dialogue. À moins que peut-être les nouvelles autorités élues puissent vraiment appuyer les institutions de Bretton Woods
que les chefs Mais d'État, le gouverneur actuel, Yvon Sanabagui, a dit il y a une chance, il y a 6 000 milliards de dollars au bout. Ça peut être un appoint quand même pour renforcer le stock des réserves de change. Je crois que il faut qu'on mette les choses au clair. On parle beaucoup de réserves, mais pourquoi on fait la réserve? On fait la réserve parce que il y a une question de garantie. C'est pour ça qu'on fait on fait pas la réserve pour réserver. Bon, maintenant, quand on vous dit d'avoir 6 mois d'importation, on est toujours en train de parler de la réserve. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on parle d'importation que c'est plus le même sujet. Maintenant, moi, vous avez parlé de quelque chose, je suis toujours dans la réponse, mais je ratisse large. Je vais parler de l'or. Parce qu'on a parlé des mines. Moi, je parle même de l'or. Parce que dans les mines, il y a minerais, mais quand on parle de métaux précieux, l'or a un rôle stratégique par rapport à la monnaie. Parce que n'oublions pas que avant que le dollar que le dollar ne vienne nous remplacer, c'est bien l'or qui garantissait la monnaie. Bon, l'attitude de nos États par rapport à l'exploitation aurifère, bon, je trouve qu'elle est plutôt, je ne vois pas ce qui est fait vraiment de manière massive, souveraine pour déjà en faire les monopoles, à mon humble avis. Ensuite, investir dans le capital humain pour maîtriser vraiment cette technologie. Investir dans l'équipement pour que de manière endogène, on s'approprie réellement cette ressource. Parce que il faut qu'on se donne les moyens pour transformer nos ressources de manière à ce qu'elles soient des richesses. C'est ça qu'il faut se les approprier. Voilà, c'est ce qui peut nous permettre de nous développer. Mais quand on regarde, quand on sait que l'Union européenne est née du charbon et de l'acier, la communauté du charbon et de l'acier entre 3 pays, le traité de Rome de 54. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des embryons en zone CEMAC? On sait que en Afrique, les seuls pays qui détiennent le coltan, c'est le Cameroun, c'est la Centrafrique, c'est la RDC. Pourquoi ces 3 pays ne peuvent pas? On ne peut pas avoir ce type d'union minière au sein de laquelle ces pays essaient de fabriquer un destin. C'est pas possible? Oh, c'est très possible, Henri Diabaté, pour répondre facilement à votre question, mais maintenant, il y a un élément fondamental en politique. C'est très important. Quelle que soit la décision que vous voulez prendre, il faut qu'il y ait une volonté politique. Est-ce qu'il y a la volonté politique? Les autres n'ont pas 4 têtes. Les autres n'ont pas 8 mains. Est-ce que chez nous, il y a une volonté politique? Au-delà de la volonté politique, il faut bien regarder le contexte. Vous avez pu remarquer, vous savez, le diable se cache dans les détails. Vous avez pu remarquer qu'au sommet de Yaoundé, il y a quelques jours, étaient présents non seulement les représentants du FMI, la Banque mondiale, outre les chefs d'État et les autres, mais aussi, surtout, mais curieusement, il y avait l'ambassadeur de France. Que cherche l'ambassadeur de France pour un sommet économique qui concerne la CEMAC? Que chez l'ambassade de France. Pourquoi l'ambassadeur des Chinois n'était pas là? N'a pas été convié. Peut-être qu'il n'était pas, il est rentré. Ok. L'ambassadeur américain était malade. L'ambassadeur russe était au champ. L'ambassadeur indien était occupé. On a quand même une relation très forte avec l'ambassadeur de France. Merci. Justement, voilà. La relation est forte. Et justement, on se pose la question importante. C'est que, au-delà de la présence de l'ambassadeur, vous savez, les représentants de la BR étaient là. Et vous savez, il y avait toujours, comme d'habitude, dans les textes constituants de la BEAC, que fait un Français avec droit de veto au conseil d'administration de la BEAC? Vous savez, en politique monétaire, tout se décide, dans tous les cas, toute organisation sérieuse, tout se décide au niveau du conseil d'administration. S'il y a des décisions qui peuvent être prises et que ces décisions peuvent avoir un impact négatif sur le bien-être de la France directement ou indirectement, le représentant français a le droit d'apposer son droit de veto. En d'autres termes, nous sommes dans un contexte, vous avez pu remarquer en France, la France connaît plusieurs premiers ministres en une seule année. Et la pierre d'achoppement fondamentale, c'est le budget. Parce que la France a des difficultés énormes. Vous avez pu regarder le livre blanc de la défense française. Plus de 2 avions sur 3 dans l'armée aérienne française ne marchent pas.
Plus d'un bateau sur deux. Même au-delà, c'est vrai, ça c'est la géostratégie, même au-delà du désengagement militaire français en Afrique, la France a des difficultés à pouvoir financer sa présence en Afrique, etc., etc. Et vous pensez que c'est dans un contexte comme celui-ci, où la France a toutes les difficultés de la terre, parce que quand même 60 ans d'indépendance, merci on ne va beaucoup. pas toujours revenir Justement, sur ça, sur une sorte de complexe. Merci beaucoup, merci. Justement, vous mettez l'eau à mon moulin, de dire que oui, en 60 ans, ou en plus de 60 ans, où on a pu collaborer, on a pu coopérer avec la France était déjà exempte. Mais elle a tout fait pour nous associer. C'est pas pour dire où elle a plus de difficultés qu'elle peut nous laisser. C'est pourquoi moi, j'appelle à la volonté politique. Est-ce que nos leaders, est-ce que nos dirigeants ont la volonté politique de pouvoir affronter les gars qui sont en face? Moi, je pense que c'est tout dans la question. Pour les ressources humaines, il y a des experts comme l'expert financier qui est en face de moi là. Il y en a beaucoup, les Camerounais, les Africains, que ce soit au Canada, que ce soit en Chine. Il y a plein qui font des études extrêmement soutenues, qui ont la possibilité, vous savez, j'ai pas besoin de vous compter le nombre de Camerounais qui travaillent à la NASA et dans beaucoup d'autres institutions internationales, qui sont des références, et qui sont prêts même dans certains cas à mettre leurs connaissances au service du Cameroun, au service de la CEMAC. Mais est-ce qu'on fait appel à ce type de personnes? Est-ce que vous avez pu remarquer au sommet Yaoundé, certains experts indépendants africains ou de la sous-région qui ont été conviés? Non, on ne veut pas de cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une volonté politique. Nous avons pu remarquer, vous avez pu remarquer tout récemment, dans les États de l'AES en Afrique de l'Ouest. Vous voyez des leaders qui ont pris leur destin en main et qui prennent des décisions avec des effets concrets. Quand les gars disent, ils partent à Moscou, ils disent, nous avons des difficultés, nous avons besoin de l'industrie. Mais un élément fondamental de l'industrie, c'est avoir de l'énergie. Et ils bavardent avec les Russes, on est en train de construire une centrale nucléaire. C'est 1 + 1 = 2. C'est du concret. Nous sommes dans un pays comme le Cameroun, nous avons bradé des milliers de milliards. Vous faites allusion tout à l'heure à la compagnie d'électricité. Pour avoir l'électricité, pour pouvoir avoir une industrie. Mais on n'en a pas. Les gars, ils sont du concret, ils auront de l'énergie. Et pour le Mali, pour le Niger, pour le Burkina, en laps de temps. Alors que vous savez, comme nous avons les isolements d'uranium. Ce que je dis là, on peut implémenter dans beaucoup de domaines. Si nous continuons de fonctionner de cette manière sans volonté politique affichée, les gars vont continuer à nous écraser. Vous avez pu remarquer, ça, ce sont les lignes stratégiques. Quand un ancien chef d'état-major de l'armée française, le général Lecointre, dans son bureau, affirme dans un journal officiel, Le Figaro, qu'il va recoloniser l'Afrique, qu'il va envoyer des troupes. Mais c'est pas des blagues. Les gars sont prêts à pouvoir nous écraser. C'est peut-être des lubies de français. Non. Quand vous venez avec moi, c'est peut-être le fusil, les lubies d'un officier. Mais nous sommes africains. Oui. Vous voyez? Et je ne veux pas faire l'injure à notre intelligence. Je ne veux couper aucune récipicence aux Africains. Je suis convaincu que les Africains peuvent s'en sortir. C'est pourquoi je demande à Valentin Tchakounté, qui est un expert économique, expert dans le montage des programmes financiers. Nous sommes très riches, on a des mines. On a besoin de transformer nos ressources minérales. Valentin Tchakounté, comment on peut faire pour obtenir les moyens financiers? Ben oui, vous faites bien de le dire. Est-ce que nous allons rester éternellement on va prendre un exemple pour être peut-être un peu plus précis. On a connu la Grèce il y a quelques années. On a bien vu comment le FMI a été au chevet de la Grèce pendant quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui c'est exactement la même situation? Il me semble que non. La Grèce s'est remise. Et la Grèce aujourd'hui a une économie qui est relativement assez stable par rapport à ce que nous avons eu. Donc, c'est pour dire que avoir le FMI au chevet n'est pas une fatalité. Si les États peuvent mettre en œuvre des politiques économiques, des politiques structurelles qui soient de nature à terme à leur permettre de demander un peu au FMI de leur lâcher, permettez-moi l'expression, les baskets, il revient aux États de pouvoir les mettre en œuvre. Donc, nous ne pouvons pas nous dire que c'est une fatalité que d'avoir le FMI tout le temps à notre chevet. C'est de notre responsabilité. C'est pas de la responsabilité du FMI que de mettre en œuvre les politiques qui peuvent nous permettre à terme d'être relativement autonomes, même si on sait que l'autonomie économique n'est pas aujourd'hui quelque chose de faisable, étant donné qu'aucun État ne peut vivre véritablement en autarcie. Mais nous pouvons, et d'ailleurs le FMI vient chez nous pour des politiques conjoncturelles. Donc, ça veut dire qu'il nous faut, nous, mettre en œuvre des politiques plutôt structurelles. Nous ne pouvons pas tout le temps rester sur des politiques conjoncturelles. Donc, de retour sur ce plateau, Son Excellence Bonheur Riol, je me retourne vers vous, poser la question. Tout à l'heure, je demandais à Valentin Tchakounté comment
quel montage financier on pouvait avoir sur le marché international pour avoir de l'argent. C'est le docteur Dalmaris Gudjo qui me disait tantôt que nous avons l'intelligentsia, nous avons une certaine expertise sur le plan financier. Alors je pouvais poser la question à cette intelligentsia. Nous ne donnons pas toujours la France. Est-ce que nos gens sont capables? Vous êtes un expert financier aussi. Est-ce que vous n'êtes pas capable de conseiller les gouvernements de la CEMAC, d'opter pour des mécanismes qui puissent nous permettre de financer nos projets miniers, par exemple, ne serait-ce que nos projets miniers? Bon, déjà, merci de votre question et je crois que nous sommes arrivés au cœur du sujet parce que vous avez dit tantôt que on a besoin d'argent. Je vais juste faire un premier parallèle. Lorsqu'on prend le communiqué qui a été produit par les banques de la place, voilà, par rapport à l'état je crois que c'est le Conseil national économique et financier, par rapport au dépôt disponible, enfin les dépôts des Camerounais dans leur banque au mois de juin 2024, on a parlé de 8 000 milliards. Ça, on ne va pas dire que c'est l'argent des Camerounais. C'est l'argent des Camerounais, voilà, dans leur banque. Voilà. Bon. Quand vous opposez déjà cet argent avec le budget de l'État, vous voyez déjà que cet argent est supérieur au budget de l'État. Bon. Quand vous prenez le budget de l'État du Cameroun, qu'on projette à 7 000 milliards, si vous pouvez me corriger. Bon, dans les 7 000 milliards, le ministre des Finances nous a fait comprendre que la part contributive, c'est-à-dire pour les impôts et la douane, est de 5 000 milliards. Quoi, 5 000 ou 4 000, soit 5 000 milliards. Et il s'en félicitait. Ça montre déjà que au-delà de la performance économique que cela signifie, parce que bon, il y a des budgets qui sont supérieurs à ceux du Cameroun, mais la question, c'est la part d'argent propre au Cameroun qui est dans le budget, c'est elle qui montre la performance, la force, la puissance même de l'économie et des Camerounais. Moi, j'insiste sur les Camerounais parce que quand on va poser la question du financement de l'État ou des projets que nous pouvons avoir en commun, ça nous ramène à la question de qui a créé l'État. Parce que si c'est l'État qui a créé les Camerounais ou c'est les Camerounais qui ont créé l'État, c'est quand on pose la question, si on répond que c'est l'État qui a créé les Camerounais, on va vers une impasse. Parce que l'État n'a pas manifestement les capacités, n'a pas les capacités que les Camerounais ont. Maintenant, si on change notre raisonnement et on dit que c'est les Camerounais qui ont créé l'État, parce qu'ils en font partie, parce que c'est l'émanation de leur volonté, à ce moment-là, on découvre que les possibilités sont quasi infinies. Elles sont quasi infinies. L'inclusion financière, qui est déjà un premier remède contre l'inflation galopante, mais surtout un outil d'autonomisation de notre économie par rapport à la création à terme long, moyen ou court d'une monnaie. Je pense que tous les efforts ou toutes les politiques publiques qui viseraient à favoriser, à développer, à approfondir cette inclusion financière sont les bienvenus, sont même urgemment attendus. Voilà. Parce que, disons-nous des choses, nous avons un marché financier, nous avons déjà eu à faire des émissions parlant du marché financier. Et j'avais déjà fait la suggestion, j'avais déjà dit que je ne comprends pas pourquoi les projets qui sont de consommateurs de capitaux, de beaucoup de capitaux, pourquoi ces projets-là ne vont pas vers le marché financier? Le marché financier n'est pas seulement là pour la dette souveraine. Le marché financier est là pour financer nos barrages, nos autoroutes,
nos usines. Donc, les projets qui demandent un capital important. Docteur Davarine Goudjou, vous avez présenté par le passé des solutions financières. Dites-nous, lorsque vous regardez le marché financier, vous avez une large lecture du marché financier sous-régional. On voit des initiatives qui sont fortes. BGFI qui dit, nous, on va mettre une partie de notre capital en bourse. Ce sont des solutions que tout le monde approuve. On s'est dit, ça va booster le marché. Mais dites-nous fondamentalement, est-ce que ça peut changer quelque chose? Ça ne peut pas changer grand-chose. Pourquoi ça ne peut pas changer grand-chose? Comme je disais un peu plus haut, il y a une question de volonté politique. Je veux dire, si on reste dans le même système, avec les mêmes acteurs, quel que soit ce que les petits financiers font en bas, il ne peut pas avoir un grand changement. Si une puissance considère que nos ressources lui appartiennent et que nos leaders, c'est-à-dire nos présidents, ne prennent pas sur eux de dire que ça se passera plus comme ça, pourquoi pensez-vous que ça va changer? La plupart de ces États sont extrêmement endettés. Quand nous prenons le cas du Gabon, quand nous prenons le cas même du Congo, ou même de la Guinée équatoriale, qui n'est pas loin de la faillite, hein. Alors vous connaissez toutes les ressources que la Guinée avait. Ils ont tout vendu, ils ont vécu comme ils ont pu. Et regardez la conséquence. Parce que quelque part, la politique monétaire n'est pas décidée par nous. Je prends l'exemple simple. Il y a de cela à peine quelques années, une nation qui produit les hydrocarbures, fondamentalement, pour moi, une des solutions, c'est de sortir du franc CFA. Et pour cela, l'exemple que je prends, il y a cela. Vous savez, le Maroc ou l'Algérie étaient membres de la zone franc. Ces nations ont pris sur elles de sortir de la zone franc. Il y a eu tous les bavardages, tous les insultes, ils ne vont pas s'en sortir. Mais aujourd'hui, dans tous les cas, ils sont beaucoup mieux que nous. Non, Djibouti, il y a 75 ans que Djibouti a le franc Djibouti. Exact. Mais comment ils font pour s'en sortir? Je sais pas. Moi, je on nous dit si nous on sort, on est fini. Avec des financiers comme ceux-ci qui sont petit pays comme Djibouti, même pas un million d'habitants. Il y en a plein. Je prends le cas de l'Algérie. Vous savez, l'Algérie, il y a de cela, après la chute de Bouteflika, il y a cela environ 3 ans, je me trompe sur la date, l'Algérie, puisque l'Algérie a sa monnaie, le dinar algérien, l'Algérie a pris sur elle de tourner la planche à billets. Ils ont imprimé pour 50 milliards de dollars qu'ils vont utiliser sur les années qui vont suivre. Jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie s'efforce tant bien que mal à payer sa dette intérieure facilement. Parce qu'elle a une politique monétaire qu'elle peut implémenter, elle peut utiliser. Mais ce qui n'est pas le cas pour nous. Si vous avez besoin de CFA pour faire X ou Y choses, il faut se référer à Paris. Ça va être extrêmement difficile. Et croyez-moi, ce n'est que de bonne guerre. Si un pays comme la France ne veut pas vous laisser dans la... Si elle vous laisse exploiter du coltan aujourd'hui, par exemple, la Chine en a besoin, la Russie en a besoin, les Américains en ont besoin pour les technologies des missiles hypersoniques. Aujourd'hui, là, et que la France est en arrière, vous pensez qu'elle va facilement laisser ça? Elle peut facilement laisser faire les choses? Je dis non. Donc moi, je pense que nous sommes dans une situation où ce serait extrêmement important que nous frappions du poing sur la table pour pouvoir avoir notre politique monétaire. Quels que soient les moyens que nous avons, si nous n'avons pas une politique monétaire que nous contrôlons nous-mêmes, ça va être très très difficile de nous en sortir. Et au-delà, je sors de là pour dire que, remarquez bien que même dans nos budgets, dans nos postes de budget, dans le budget de cette année, si je ne me trompe pas, et dans beaucoup de pays de la sous-région, notamment le Cameroun, je crois presque 20% de la loi des finances est consacrée au service de la dette. Pas à la dette, mais au service de la dette, c'est catastrophique. C'est-à-dire, on prend 20% de presque plus de 7 000 milliards pour rembourser les intérêts. En total, le capital reste là. Mais il faut bien rembourser le service de la dette. Pourquoi assurer le service de la dette? Parce que il en va de la crédibilité de la signature. Pas forcément. Pourquoi est-ce que je dis pas forcément, mon cher Henri? Il y a un juriste qui a écrit en 1927, Alexandre Sek, il a écrit les dettes illégitimes. Et ça, c'est juridiquement prouvé. Il y a ce qu'on appelle les dettes légitimes et les dettes qui peuvent être illégitimes. En d'autres termes, moi je pense que si nous continuons à aller ainsi, si nous ne dénonçons pas cette dette-là, même nos arrière-petits-enfants vont continuer à rembourser et nous ne serons pas sortis de l'auberge. Valentin Tchakounté, vous êtes un spécialiste, un expert en matière de financement des collectivités locales. Et au Cameroun, de façon, en l'occurrence, le pouvoir, le parti pris de l'autorité publique, c'est de privilégier la collectivité locale. Elle est au cœur de la décentralisation. Est-ce qu'il n'est pas possible, à partir de cela, d'orienter le développement de la collectivité, d'en faire le point de départ du développement du Cameroun? Là, M. Diabaté, vous mettez le doigt sur quelque chose de fondamental pour nous aujourd'hui dans nos pays, et notamment nous qui sommes dans un processus de décentralisation poussé. Nous avons opté pour la décentralisation, et donc ça demande, ça exige de la part des collectivités décentralisées d'avoir des ressources. Aujourd'hui, les collectivités décentralisées comptent essentiellement sur
l'État et sur les impôts. Sur les impôts, notamment tout ce qui est impôt direct, la patente, l'OTVP, et ainsi de suite, qui en général est une portion congrue de leur financement. Ensuite, ces collectivités décentralisées comptent sur le FECOM, qui est la banque, entre guillemets. Et donc, on peut imaginer aussi que vis-à-vis du FECOM, qu'on puisse trouver d'autres façons de faire. Alors, quelles pistes de financement pouvons-nous avoir, avez-vous demandé? D'abord, d'une part, on peut imaginer que le FECOM mette en place un fonds de garantie qui permettrait non plus au FECOM de financer directement les collectivités, mais à d'autres institutions de venir financer ces collectivités décentralisées sur la base du fonds de garantie et donc de pouvoir donc démultiplier les ressources du fonds du FECOM pour que les collectivités décentralisées puissent avoir accès à d'autres sources de financement, notamment des banques ou d'autres institutions financières, mais en comptant sur la garantie. D'une part, ça permettrait à ces collectivités décentralisées de pouvoir elles-mêmes construire une vraie capacité à mettre en œuvre des projets, c'est qu'elles ne font pas aujourd'hui, notamment parce qu'elles n'ont pas les ressources humaines qualifiées. Et d'autre part, ça permettrait au FECOM, au lieu de distribuer 25 milliards par exemple, de se retrouver à distribuer 100 milliards au lieu de 25 milliards. De retour sur ce plateau, Son Excellence Bonheur Yol, pour le dernier tour de table, dites-nous, tout à l'heure j'ai posé la question à Valentin Tchakounte de savoir si la collectivité locale pouvait nous permettre de contourner les capacités, créer de nouvelles opportunités de développement pour nos États, à partir du moment où nos États semblent bloqués. Il y a comme un passif colonial qui semble très fort et qui continue de nous bloquer. Est-ce qu'il n'est pas grand temps que le parti pris de la collectivité locale puisse changer les choses? Merci beaucoup pour votre question parce que elle nous interpelle au plus haut point. Je crois que c'est des questions fondamentales quant à l'orientation qu'on veut donner à nos États, mais surtout à nos économies. On est en réalité en train de parler depuis le début de cette émission de la monnaie, même si on ne prononce pas ce mot régulièrement, mais c'est de la monnaie qu'on est en train de parler. Et la monnaie, en réalité, ce n'est pas l'argent. La monnaie, c'est la confiance. Bon, cette confiance-là vient d'où? Cette confiance-là vient du travail. Parce que s'il n'y a pas de travail, il n'y aura pas d'argent. C'est le travail qui produit de l'argent. Maintenant, cet argent-là va se transformer en monnaie à travers les échanges que les différents agents économiques ont dans un espace donné. Maintenant, une fois qu'on a on a planté ce décor, on va se rendre compte que par rapport à notre culture, parce qu'il faut toujours partir, il faut pas faire de la comédie ou bien de la singerie, il faut toujours partir de sa propre culture. Si depuis 60 ans, on s'attelait systématiquement, méthodiquement et scientifiquement à transformer nos collectivités villageoises, ne serait-ce qu'en collectivités territoriales, je vous jure que le développement du Cameroun serait totalement différent de ce qu'on a. Parce que chaque localité aurait une zone industrielle avec, c'est-à-dire, des types d'industries dédiées bien définis. Parce que vous ne pouvez pas avoir une monnaie si vous n'avez pas d'économie. Et votre économie ne va pas naître de la production et de la consommation des puissances occupantes qui essayent de maintenir jusqu'à présent le même rapport de force. Vous devez l'inverser. Vous allez l'inverser comment? En partant de vos productions endogènes. Si votre production endogène correspond au bâton de manioc, parlez industrie en vous posant la question comment faire un conteneur de bâton de manioc? Parce que ça, c'est nos vrais défis. Comment faire un conteneur de Jansan? Comment produire en masse le ndolé? C'est ça nos problèmes. Docteur Alvarez Goudjou, dites-nous, est-ce que c'est le modèle économique qui fait problème?
non pas seulement le modèle économique, mais il y a la volonté, mais surtout, malheureusement, chez nous, nous avons une forme de mimétisme qui nous incite ou qui nous encourage à copier ce que les gens implémentent. De paresse intellectuelle. Ouais, il y a la paresse intellectuelle, mais il y a ce mimétisme-là, parce que, et de manière fondamentale, vous savez, l'homme est le produit de son environnement. Vous savez que le système éducatif dans lequel nous sommes baignons en Afrique en général, et en Afrique centrale en particulier, c'est un système qui est mis en place pour nous maintenir à un degré de réflexion qui est plus ou moins problématique. Parce que dans la plupart des cas, dans les systèmes éducatifs, on forme plus des gens qui vont aller demander les emplois demain, mais pas des personnes qui sont des créateurs de richesse. On forme plus des personnes qui pourront avoir les diplômes demain. Vous avez pu remarquer, dernièrement à Tokyo, l'année passée, au Japon, vous savez qu'il y a des spécialités des sciences humaines qui sont totalement bannies. À l'université, on enseigne plus ça au Japon. Parce qu'on se demande, ça rapporte quoi concrètement dans la cuisine de la ménagère. Et pour nous, quand je ne dénigre pas les spécialités ou les filières à l'université, quand vous étudiez une spécialité ou une filière comme c'est quoi ça s'appelle, langue bilingue française, concrètement, toute votre vie, c'est pas mauvais dans tous les cas, mais ça ne donne pas à manger à la maman qui veut cultiver. Vous savez, c'est une des raisons pour laquelle l'Allemagne est la première puissance économique en Europe, c'est qu'ils ont des centres de formation pour la plupart, où on forme quelqu'un à faire quelque chose de précis. C'est quoi vous dites, quand on vous parle par exemple l'entreprise de Mercedes, en publicité Mercedes-Benz, il y a des familles sur le plan artisanal qui travaillent sur certains boulons de Mercedes, certains Mercedes de luxe, le cuir de luxe, c'est à la main. Il y a une famille qui fait ça depuis des décennies. Est-ce qu'on se comprend? Alors que cette famille a un impact important sur la vie de Mercedes, en création de richesse. Et pour le faire, on n'a pas besoin d'apprendre des langues françaises ou certaines sciences humaines dans les universités. Alors que l'impact sociétal est concret. Donc moi, je pense pas que le système éducatif que nous donnons à nos enfants devrait être revu totalement. Vous êtes un historien extrêmement outillé, Henri. Vous connaissez l'histoire du Cameroun, vous connaissez l'histoire de l'Afrique, mais vous savez clairement que l'histoire qu'on nous enseigne, ce n'est pas notre vraie histoire. Généralement, on prend les dispositions pour taire nos héros, alors qu'en réalité, vous savez, les héros sont des modèles que la population appelle à suivre. Mais si on les tait, si on les neutralise, c'est extrêmement difficile d'avoir des repères. Il est important de changer le système éducatif, voire même impérieux. Si on veut se développer, il faut transformer notre économie, c'est clair. C'est un défi incroyable pour nous. L'industrialisation, c'est la voie. Les Africains ont la capacité de le faire, ils ont l'intelligence. C'est à eux de se donner les moyens politiques surtout, la volonté de vouloir aller vers l'avant. Madame, monsieur, c'est la fin de cette émission, de ce programme de 100% économie sur Canal 2 International. Je voudrais remercier les invités. Dr Davariz Goudiou, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes économiste, géostratège, président du cabinet Objectif Agro. Merci infiniment. Son Excellence Bonariol, diplomate, expert financier, PDG de Ratio International. Et vous êtes en présentiel. Et de l'autre côté, en multiplex, Valentin Tchakounde, enseignant universitaire, manager, DG de Nambi Capital. Merci infiniment. On se donne rendez-vous à la prochaine pour une autre édition de 100% économie, votre magazine de débat sur l'économie d'ici et d'ailleurs sur Canal 2 International.